Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous nous intéressons à l'année 1841 et à l'histoire solennelle de Mary Rogers. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se cachent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, telle qu'elle peut être racontée. Le New York des années 1840 était un lieu de contraste saisissant. Une métropole grouillante d'industries naissantes et de richesses immenses, assombrie par la pauvreté et le vice. Les réverbères à gaz commençaient à repousser la nuit sur ces grandes artères, mais beaucoup de ces rues restaient sombres et dangereuses. C'était une ville d'ambition et d'anonymat, où une personne pouvait s'élever jusqu'à la notoriété ou disparaître sans laisser de traces. C'est dans ce monde trépidant et souvent chaotique qu'est arrivée Mary Cecilia Rogers. Née vers 1820, c'était une jeune femme d'une beauté et d'un charme remarquables. Après la mort prématurée de son père, elle et sa mère veuve, Phoebe, ont déménagé en ville. Mary, connue pour son physique saisissant, ses cheveux noirs et son sourire captivant, a rapidement trouvé un emploi qui l'a placée directement sous les feux des projecteurs, une position qui allait contribuer à la fois à sa renommée et, finalement, à sa notoriété tragique. À la fin des années 1830, Mary Rogers travaillait dans un magasin de tabac sur Broadway appartenant à un homme nommé John Anderson. À cette époque, il était rare qu'une jeune femme attirante serve les clients, et la boutique d'Anderson est rapidement devenue une destination populaire pour les gentlemen de New York. Mary est devenue une sorte de célébrité locale, affectueusement surnommée la Belle Cigarière. Les clients, y compris des écrivains et des personnalités de l'époque tels que Washington Irving et James Fenimore Cooper, fréquentaient l'établissement simplement pour l'apercevoir ou échanger quelques mots. Elle a fait l'objet de poèmes et de mentions dans les journaux, son nom étant synonyme de grâce et de beauté dans une ville qui était en train de se forger sa propre culture. Cependant, cette visibilité a également entraîné un sentiment d'appropriation publique et une surveillance intense. Sa vie, ses relations et ses déplacements sont devenus des sujets de ragots et de spéculation, prélude aux sombres événements qui allaient suivre. En octobre 1838, Mary Rogers a disparu de son domicile. Sa mère, Phoebe, a découvert une note de suicide et la presse locale, déjà fascinée par Mary, s'est enflammée avec des titres sensationnels. L'histoire du désespoir de la belle cigarière a captivé l'imagination de la ville. Un fonctionnaire municipal, un ancien pensionnaire du domicile des Rogers, a affirmé l'avoir vue en compagnie d'un homme dans une calèche, l'air pâle et angoissé. Cependant, alors que le chagrin et les spéculations du public atteignaient leur paroxysme, Mary est rentrée chez elle. Elle a affirmé qu'elle avait simplement rendu visite à des amis à la campagne. L'incident a été considéré par beaucoup comme une tentative d'attirer l'attention, bien que certains aient chuchoté d'une affaire plus clandestine, peut-être avec un officier de marine. L'épisode, quelle que soit sa vraie nature, a disparu des gros titres et Mary a quitté son emploi au magasin de tabac pour aider sa mère à gérer une pension de famille au 126 Nassau Street. Elle s'est fiancée à un pensionnaire, un fabricant de bouchons nommé Daniel Payne. Pendant un certain temps, il a semblé que Mary Rogers s'était installée dans une vie de domesticité tranquille, loin du regard constant du public. Le dimanche 25 juillet 1841, Mary Rogers a informé son fiancé, Daniel Payne, qu'elle passerait la journée avec sa tante et d'autres membres de sa famille en ville. Elle a quitté la pension habillée pour le temps chaud. Comme elle n'est pas rentrée ce soir-là, sa mère et son fiancé se sont inquiétés. Un violent orage s'était abattu sur la ville, et ils ont pensé qu'elle avait probablement décidé de passer la nuit chez ses proches pour attendre que l'orage passe. Le lendemain, lundi, s'est déroulé sans aucune nouvelle. Daniel Payne, désormais profondément inquiet, a placé une annonce de personnes disparues dans le journal New York Sun. Le public, qui se souvenait du nom de Mary Rogers, a de nouveau pris note. L'inquiétude initiale, cependant, a été tempérée par le souvenir de sa précédente disparition. Beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'une autre absence temporaire et inexpliquée. Ce sentiment de familiarité et d'espoir allait être brisé de la manière la plus horrible imaginable. 3 jours après sa disparition, le mercredi 28 juillet, un groupe d'hommes se promenant le long du front de mer de l'Hudson à Hoboken, dans le New Jersey, a fait une découverte macabre.
Près d'un endroit pittoresque connu sous le nom de Sibyl's Cave, ils ont vu un objet flottant dans l'eau peu profonde. En le tirant sur le rivage, ils ont réalisé que c'était le corps d'une jeune femme. Le corps était gravement meurtri, gorgé d'eau, et avait clairement été soumis à la violence. Un morceau de dentelle était attaché si étroitement autour de son cou qu'il s'était incrusté dans la chair et il y avait des signes d'une lutte brutale. Ses vêtements étaient déchirés et elle avait été violée. La victime a rapidement été identifiée par son ancien employeur, John Anderson, et son fiancé, Daniel Payne. C'était Mary Roget. La nouvelle de la découverte de la belle cigarière a provoqué une onde de choc d'horreur et d'indignation à travers New York. La personne disparue était devenue la victime d'un crime sauvage, et la ville a exigé justice. L'enquête sur le meurtre de Mary Rogers a été immédiate, mais chaotique. En proie à des preuves contradictoires et à une frénésie de spéculation du public et de la presse. Le médecin légiste de Hoboken, le docteur Richard Cook, a mené l'examen initial. Il a conclu que Mary avait été victime d'une agression violente par un gang d'hommes. Il a noté les graves ecchymoses sur son corps et la marque de ligature sur son cou, mais a finalement déterminé que sa mort était due à l'eau dans ses poumons, ce qui signifiait qu'elle avait été jetée dans la rivière alors qu'elle était encore en vie. La presse s'est emparée de cette théorie du gang, dressant des tableaux horribles de voyous s'attaquant à une femme innocente. Le lieu de la découverte, près de Sibyl's Cave, est devenu un point focal. Les chercheurs ont trouvé des vêtements de femme, une ombrelle, un mouchoir brodé des initiales MR et des gants dans un fourré à proximité, signe d'une attaque planifiée et brutale. Alors que l'enquête se poursuivait, une théorie concurrente a émergé, qui remettait en question le récit officiel. Une femme nommée Frédéric Allos, qui tenait une taverne non loin de l'endroit où le corps de Mary a été retrouvé, est venue avec une histoire. Elle a affirmé que le dimanche où Mary avait disparu, un jeune couple correspondant à la description de Mary et d'un homme au teint foncé avait visité son établissement. Elle a déclaré que Mary était partie, vraisemblablement avec son compagnon, mais que l'homme était revenu plus tard dans la soirée dans un état de panique, mentionnant un pépin. Quelques jours plus tard, les propres fils de Madame Loss ont affirmé avoir trouvé des preuves d'une lutte dans les bois derrière leur taverne. Ce témoignage pointait non pas vers un gang, mais vers un seul agresseur, peut-être un amant secret. Cette théorie avançait que Mary aurait pu mourir au cours d'un avortement bâclé, une procédure dangereuse et illégale courante à l'époque. Les signes de violence auraient pu être infligés par un avorteur paniqué pour couvrir ses traces. Le médecin légiste, le Dr Cook, a ensuite réexaminé ses conclusions, donnant du poids à cette théorie alternative en suggérant que les preuves d'agression sexuelle auraient pu être mal interprétées et pourraient être cohérentes avec une telle procédure. L'affaire, qui était déjà une sensation, a pris une nouvelle dimension lorsqu'elle a attiré l'attention de l'une des figures littéraires les plus célèbres d'Amérique, Edgar Allan Poe. Poe, qui vivait à Philadelphie à l'époque, a vu dans l'affaire Mary Rogers les éléments d'un mystère parfait. Il a décidé d'écrire une histoire basée sur les événements réels, transposant le décor à Paris et rebaptisant la victime Mary Roget. Son récit, Le mystère de Mary Roget, a été publié en 1842 et est souvent cité comme l'un des premiers récits policiers basés sur un crime réel. Dans l'histoire, son détective C. Auguste Dupin analyse les articles de journaux et les preuves à distance, un peu comme Poe le faisait lui-même. Dupin rejette la théorie du gang populaire et, par un processus de déduction logique, conclut que le meurtrier était une seule personne connue de la victime, un officier de marine au teint foncé avec qui elle entretenait une relation secrète. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, l'histoire de Poe était un commentaire direct sur l'enquête réelle, et sa conclusion a puissamment influencé l'opinion publique, donnant une crédibilité significative à l'idée d'un agresseur unique et connu plutôt que d'un acte de violence aléatoire. Le mystère de la mort de Mary Rogers s'est approfondi car il a été suivi par une nouvelle tragédie. Daniel Payne, le fiancé bouleversé de Mary, n'a pas pu faire face à son chagrin et aux soupçons publics qui pesaient sur lui. Son comportement est devenu de plus en plus erratique. Début octobre 1841, quelques mois après la découverte du corps de Mary, le corps de Payne a été retrouvé près de la taverne tenue par Frédéric Allos, dans la même zone où l'altercation aurait pu se produire. Il était mort après avoir consommé une dose mortelle de laudanum. Une note trouvée sur son corps disait « Au monde, me voici,
sur le lieu même. Que Dieu me pardonne ma vie mal vécue. Son suicide a été largement interprété comme un aveu de culpabilité ou, à tout le moins, comme une connaissance du crime. Des années plus tard, en 1842, Frederica Loss, la tavernière, était sur son lit de mort après avoir été accidentellement abattue par l'un de ses fils. Il a été rapporté qu'elle avait fait une confession sur son lit de mort, admettant que Mary Rogers était en effet morte dans sa taverne lors d'un avortement bâclé et que l'un de ses fils avait aidé à se débarrasser du corps dans la rivière. Cependant, cette confession n'a jamais été officiellement enregistrée et sa véracité reste un sujet de débat historique. Le meurtre de Mary Rogers n'a jamais été officiellement résolu. Personne n'a jamais été reconnu coupable du crime. L'affaire demeure un témoignage glaçant de son époque. L'histoire d'une jeune femme dont la vie et la mort ont été transformées en spectacle public. Les théories concurrentes, un gang violent, un amant secret, une procédure illégale fatale, étaient toutes plausibles, mais finalement impossibles à prouver avec les outils médico-légaux de l'époque. L'affaire a mis en lumière les lacunes du travail de la police du début du XIXe siècle et l'influence puissante et souvent déformante d'une presse sensationnaliste. Les morts tragiques de Daniel Payne et la prétendue confession de Frederica Loss n'ont fait qu'ajouter des couches d'ambiguïté au lieu de fournir des réponses claires. L'histoire de Mary Rogers perdure non seulement comme une pièce fondatrice de la criminologie américaine, mais aussi comme un sombre rappel d'une vie écourtée. Un mystère qui a intrigué les enquêteurs, les écrivains et le public pendant plus d'un siècle et demi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine affaire de crime réel.